Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, CAN U17 2023, le Sénégal inflige une manita à l'Afrique du Sud. 5-0, une victoire avec la manière. Les Lionceaux qualifiés en demi-finale de la CAN U17 et au mondial de la catégorie prévue à la fin de cette année. Calme précaire à Ngor au lendemain des tensions. Le chef de l'État, Macky Sall, a tranché le nœud gordien. Les populations apprécient son implication personnelle. Mais vous le verrez, il y a eu de la casse. Les dégâts sont importants. Des propriétaires ont vu leurs biens réduits en cendres. Débrayage ce mercredi, grève totale demain jeudi. Le SAEMS-CUSAMS exige la matérialisation des accords négociés avec le gouvernement. Les syndicalistes dénoncent des ponctions sur salaire sans raison selon eux. Dans l'actualité politique, PASTEF n'envisage pas la présidentielle sans la participation de Ousmane Sonko. Les opposants rejettent le verdict de la Cour d'appel. Ousmane Sonko reste l'unique candidat qu'il compte investir. Ils ont été sans pitié. Les Lionceaux ont battu les Bafana Boys en quart de finale de la CAN U17 2023. 5-0. Victoire avec la manière qui les propulse en demi-finale de la compétition. Ce succès devant l'Afrique du Sud qualifie également le Sénégal au mondial U17 prévu en fin d'année. Voyons tout cela, le résumé du match avec Cher Sadibou Diarra. Coup double pour l'équipe nationale U17 du Sénégal. Victorieuse devant l'Afrique du Sud en quart de finale, elle se qualifie pour le dernier carré de la CAN U17 et pour le prochain mondial de la catégorie. Une qualification qui se dessine dès la première période. Les Sud-Africains tiennent 35 minutes avant de sombrer. Ils se font même harakiri en marquant 2 buts contre leur camp en moins de 3 minutes par le défenseur Reneke à la 36e et le capitaine Wallis à la 39e. Benjamin Wallace failing to clear his defenses. Les Lionceaux, bien lancés, clôturent la première mi-temps par un troisième but qui porte la signature de Mamadou Sadio. L'Afrique du Sud sonnait et par la suite à la merci du Sénégal qui ne se prive pas d'inscrire deux autres buts. Des réalisations du capitaine et fer de lance des Lionceaux, Amara Diouf, auteur d'un doublé à la 54e et 72e minute de jeu. Ses 4e et 5e buts dans cette compétition qui font du sociétaire de Génération Foot l'actuel meilleur buteur et très probable meilleur joueur de la CAN U17 Algérie 2023. Avec cette large victoire de 5-0, le Sénégal est le premier qualifié pour les demi-finales. Une rencontre prévue dimanche à partir de 16h contre le vainqueur du quart de finale Nigeria-Burkina Faso de ce jeudi soir. En attendant de connaître son adversaire, les Lionceaux peuvent savourer leur place à la Coupe du Monde U17 du 10 novembre au 2 décembre prochain dans un pays pas encore désigné par la FIFA. Merci, cher Sadibou. Dans l'actualité également, la tension à Ngor. Vous le savez, le président de la République, Macky Sall, a tranché le nœud gordien hier. Une délégation de Ngor a été reçue la nuit dernière au palais présidentiel. Les populations apprécient l'arbitrage de Macky Sall et son implication personnelle. Au lendemain des tensions, l'heure du constat des dégâts, des matériels importants, les propriétaires de biens saccagés se sont réveillés ébahis par l'étendue des pertes. Un restaurant a été littéralement réduit en cendres. Il y a eu de la casse, vous allez le voir, jusqu'à Yoff. Reportage édifiant à Habib Faye. La confrontation entre les Ngorois et les gendarmes n'est pas sans conséquence. Le restaurant Le Baron n'a pas été épargné par cette vague de violence. Il a pris feu dans la nuit de mardi à mercredi. Un réveil douloureux pour les propriétaires. C'est à cause des manifestations. Ils ont jeté des bombes lacrymogènes et tout. Ça a pris feu. Le toit, il y avait une bâche et des pailles. Peut-être ça a déclenché l'incendie. On avait fermé déjà.
avec l'odeur des lacrymogènes. On ne pouvait pas supporter. Donc mon frère, il a fermé, il est rentré à la maison. On a essayé d'appeler les pompiers, mais en vain. En vain. Pendant plus d'une heure, ça brûlait comme ça, sous nos yeux. On ne pouvait même pas s'approcher parce qu'il y avait les policiers, il y avait les jeunes. Donc on ne pouvait pas s'approcher. Des dégâts énormes sont notés. Plus d'une centaine de millions partis en l'air. Dégâts que matériels quand même. Alhamdoulilah. On rend grâce à Dieu. Il n'y a pas eu de pertes humaines, il n'y a pas eu de blessés. Alhamdoulilah. Quant aux employés, ils risquent d'aller au chômage. Lu doy waar, lu diis, lu ñu metti, lu ñuy jaaxal ak lu ñu bett trop. Plus de 20 personnes ñu ngi fi di ci suturlu, di ci liggéey, di ci daan seen doole, di ci suturaal seen njaboot. Kon waroon nañoo yàq lu ne bam des nii. Ces victimes invitent l'État à leur prêter main forte. On tend la main à tout le monde, surtout à l'État, parce que ça, c'est pas facile à retaper, le remettre sur place, c'est pas facile, parce que c'est un investissement assez lourd quand même, des centaines de millions, ça fait plus de 100 millions là. Le feu n'a rien laissé sur son passage. Il a réduit en cendres ce restaurant familial. Ce matin, aux alentours, que des débris de gaz lacrymogène sont éparpillés. À côté, des véhicules calcinés, des fils électriques à terre, toujours fumants. Et parmi les causes profondes de cette brouille, le chercheur en civilisation lébou, Cheikh Ababakar Cheikh Khadr Gaye, relève la densité populationnelle à Ngor. Selon lui, ce différend est le résultat d'une frustration profonde des populations. Il était l'invité de la matinale de TFM, Fatima Touré. Les tensions notées à Ngor ces derniers jours étaient prévisibles. C'est une façon pour les jeunes du village lébou d'extérioriser leur frustration cumulée et leur impuissance face à ce qu'ils considèrent comme une dilapidation du foncier au niveau de Ngor. C'est l'avis de ce chercheur en civilisation lébou. Selon lui, l'urgence aujourd'hui est d'instaurer un cadre de concertation. C'est une population désemparée. Une population qui a épuisé les réserves foncières disponibles. Une population qui n'a plus la possibilité d'habiter son lieu de naissance. Je pense qu'il n'y a pas de désarroi plus profond que cela. Et donc les jeunes de Ngor qui se battaient contre les policiers ne se battaient pas contre eux. Ils exprimaient leur frustration. L'État doit être à l'écoute des populations et prendre ses responsabilités selon toujours notre interlocuteur. Mettre en confiance les populations en leur tendant l'oreille fraternelle de l'État, les écouter, discuter des questions qui se posent et trouver les solutions. On ne peut pas les improviser. C'est une large concertation. On parle de dialogue politique pour régler les questions politiques. Il doit y avoir d'autres formes de dialogue avec les populations à la base. Les appétits qu'aiguise le site de l'aéroport Léopold Sédar Senghor constituent un facteur qui explique la colère des populations de Ngor. Il y a les terres de l'aéroport que les populations sont en train de réclamer. Il y a la plage de l'Anse Bernard qui inquiète les populations qui entendent que cet espace a été vendu à des Sud-Africains pour y construire un hôtel. Alors que, comme je l'ai dit tantôt, Mme Aline Diango disait que le Kakalam, c'est un espace commun qui appartient à tout le monde. Et que ces espaces qu'on partage doivent être préservés au profit des générations actuelles et des générations à venir. Pour l'heure, une solution est trouvée. La poire est coupée en deux concernant le parking à problème. Chacun des protagonistes aura droit à 3000 m². Toutefois, cette décision ne ravit pas certaines populations de la localité. Le corps sans vie d'une adolescente a été retrouvé hier sur la plage de Ngor. En lieu et place d'un communiqué expéditif, les autorités devaient attendre les résultats de l'autopsie après avoir ouvert une enquête rigoureuse. C'est l'avis de Babacar Ba du Forum du Justiciable. Le voici. De défense des droits de l'homme. Nous pensons qu'en pareilles circonstances, quand une personne décède dans ces circonstances, avant de tirer des conclusions hâtives sur les causes du décès, et ça c'est valable aussi bien pour nos autorités, mais également pour les citoyens, et surtout pour nos autorités, avant de tirer des conclusions hâtives, je pense que
la première chose à faire, c'est de procéder à l'ouverture d'une enquête, mais également faire une autopsie. Parce que seule une autopsie pourra nous édifier de manière scientifique sur les véritables causes du décès. Et je pense que c'est ça la procédure normale dans un état de droit. Dans un état de droit, quand une personne décède dans ces circonstances, je pense automatiquement nos autorités doivent avoir le réflexe, avant de tirer des conclusions hâtives, avoir le réflexe de procéder à l'autopsie pour qu'effectivement l'opinion nationale puisse être édifiée, en tout cas, sur les véritables causes du décès de cette personne. Dans l'actualité également, le procès des affrontements entre pêcheurs de Kayar et Mboro. Vous le savez, le verdict est tombé ce matin. 15 pêcheurs ont été purement relaxés. 3 autres condamnés à 3 mois de prison ferme. Explication chez Ranta Diop. Sur les 33 pêcheurs jugés au tribunal de grande instance de Thiès, les 15 ont été relaxés. 16 écopent d'une condamnation de 2 mois ferme et les 2 autres 3 mois ferme. Ils sont condamnés pour coups et blessures volontaires. Le tribunal a requalifié les faits. Selon l'avocat de la défense, Maître Fati, le parquet a pris une décision d'apaisement. La relaxe aurait pu être étendue à tous les habitants de Mboro parce qu'il y a un doute, au moins il y a un doute dans ce dossier. Les autres ont été condamnés à 2 mois d'emprisonnement. Même s'il s'agit d'une décision d'apaisement, nous estimons à notre avis, que si les avis sont partagés, je pense que la relaxe aurait dû profiter à tout le monde. Mais le dernier mot revient au tribunal. Et au moment opportun, on avisera avec les parents des prévenus pour voir l'opportunité ou non de relever appel ou pas. Pour rappel, 33 pêcheurs de Kayar et Mboro avaient comparu devant le tribunal de grande instance de Thiès en flagrant délit pour coups et blessures volontaires ayant entraîné mort d'homme et destruction de biens appartenant à autrui. Ce procès fait suite aux violents affrontements regrettables du 2 avril 2023 ayant opposé en mer les 2 communautés de pêcheurs de la Grande Côte. Ces événements survenus à Kayar et Mboro ont occasionné des violences physiques graves sur les personnes ainsi que des dégradations de biens dans ces localités. Alerte perturbation en vue dans le système scolaire. Débrayage ce mercredi, grève totale demain jeudi. Le SAEMS-CUSEMS exige la matérialisation des accords négociés avec le gouvernement. Les syndicalistes dénoncent également des ponctions sur salaire sans raison selon eux. Conférence de presse, compte rendu Fatou Bintou Conté et Alioune Diagne. Les syndicats d'enseignants, le CUSEMS et le SAEMS déterrent la hache de guerre et seront en grève totale ce jeudi après le débrayage de ce mercredi. Nous invitons les enseignants du Sénégal à respecter le plan d'action ci-dessous pour exiger l'appurement du passif des accords et l'arrêt systématique de toutes les dérives liberticides. Le plan d'action se décline comme suit. Aujourd'hui, mercredi 10 mai 2023, débrayage à 10h, suivi d'une conférence de presse. Jeudi 11 mai, grève totale à l'échelle du pays. Conférence de presse conjointe. Ces 2 syndicats d'enseignants exigent à l'État la matérialisation des accords, car selon les enseignants, le gouvernement actuel a versé dans la radicalisation en optant pour l'omerta. Depuis quelque temps, le gouvernement du Sénégal verse dans la provocation et l'abus, car suite au plan d'action d'alerte lancé par le G7 pour exiger une matérialisation diligente des accords, ce gouvernement a opté pour la radicalisation en continuant à faire l'omerta totale sur ces questions, en proférant des menaces. Les enseignants s'indignent et condamnent les ponctions effectuées sur le salaire sans raison valable. Les 2 syndicats condamnent avec véhémence les prélèvements sauvages et inacceptables effectués sur les salaires au mépris des dispositions réglementaires. Ces pratiques malsaines qui ne visent qu'à spolier d'honnêtes travailleurs qui ne demandent que le strict respect de leurs droits ne feront que galvaniser les soldats du savoir en les poussant à se mobiliser davantage pour exiger l'appurement du passif. Pour faire face à cette situation notée, le CUSEMS et le SAEMS comptent dans les jours à venir corser la lutte. La persistance du statu quo notée de la part des autorités par rapport à la matérialisation des accords, le CUSEMS et le SAEMS envisagent de procéder à la diversification des stratégies de lutte avec
le boycott des évaluations et des examens, le refus de toute forme de collaboration administrative, la suspension des enseignements-apprentissages à travers la présence négative. Toutefois, les enseignants tendent la main aux autres camarades syndicalistes mus par les mêmes intérêts à venir se joindre à leur mouvement pour assurer un meilleur portage des préoccupations des enseignants. Merci Fat Bintou. Allons à Linguère. Ce département, le secteur de l'artisanat, est presque à l'agonie dans ce département. C'est l'avis des tailleurs de Dara. Lors de leur assemblée générale, ils ont fustigé entre autres le manque de financement et de formation. Et bien, pour booster le secteur, le bureau de la Fédération nationale des professionnels de l'habillement a été installé. Voyons tout cela avec Mamadou Moustapha Ndiaye et Sidi Thiam. À l'occasion de leur assemblée générale, les tailleurs de Dara Djolof ont mis en exergue leurs difficultés liées au manque de financement et de formation pour mieux mener leurs activités. Nañ bàyyi xel corps de métier bi nekk Dara muy ay tailleur wala yeneen ouvrier yi quoi bu ne la Dara tey salle bi bu ñu fi nekk ñëpp ay tailleur mosuñu am benn formation loolu neexul ñun amun tey bu ñu amee programme bu ñu war a def fii ci dëkk bi amuñu foyer amun centre amun dara fu ñu ko defee te loolu nag daf ñoo xaw a naqari. Consciente de ces difficultés, la Fédération nationale des professionnels de l'habillement qui les a rencontrés a promis de les accompagner pour mieux booster le secteur de l'artisanat qui est presque à l'agonie. Renforcement des capacités si les normes académiques ñi ñoo ko yore dinañ leen jàppale aussi tamit si lii nga xam ne aussi tamit mooy wàllu financement luñ si mën ak gestion dinañ ko def yàgg nañ koo def donc loolu ak boole ñii ñëw ñii cuub ñii ràbb donc ñun daal lu yokku lii nga xam ne mooy kuréel gi ñu nekk di ñii ñaw ñii cuub di ràbb loolu daal mooy suñu jubluwaay. Un tel projet nécessite l'accompagnement de l'État, d'où l'appel de ce membre de la Fédération des professionnels de l'habillement. État ñun li ñu koy demander rek mooy mu accompagner ñu maanaam mu pousse ñu su fekkee ni benn alors que ñëw nañu par exemple ñu ubbi nañu mutuelle d'épargne et de crédit il nous faut bailleurs yi ñëw vers nous pour def financement yi ñu mën a financer tailleurs yi. bëgg nañu matériel yi nga xam ne dañ koy jëndee à l'étranger par exemple am na ay machines ordinateurs yoo xam ne mi ngi commencé am tailleur yu bari amaguñ ko donc ñu faciliter ñun ñu dem jëndi ko indi ko pour mën koo jox suñu ay membres loolu état bi moo war a nekk derrière nous. Le nouveau bureau de la FENAF a été installé au grand bonheur des tailleurs de Dara qui espèrent voir le bout du tunnel. Et toutes nos excuses pour ces nombreux extraits non traduits dans ce sujet. Dans l'actualité politique, PASTEF rejette le verdict de la Cour d'appel. Ousmane Sonko reste l'unique candidat des Patriotes. Les opposants annoncent l'investiture prochaine de leur leader. Déclaration du bureau politique national de PASTEF. Voici à ce propos Biram Souley Diop. La Cour d'appel de Dakar a rendu ce lundi 8 mai 2023 une décision unique dictée par le président Macky Sall qui rêve de sortir le président Ousmane Sonko, le président de PASTEF les Patriotes, de la course à l'élection présidentielle de 2024. Cette décision, prise en mode fast-track, est visiblement disproportionnée au regard de la vacuité des faits qui sont incriminés, démontre une fois de plus la persécution et l'acharnement judiciaire contre le président Ousmane Sonko, dont les droits à la défense, donc de la défense et le droit à un procès équitable ont jusque-là été bafoués et violés sur tout le long de la procédure. Un tel verdict, sans doute, ne nous surprend guère et ne change rien quant à la décision unanime et absolue de notre parti de présenter la candidature du président Ousmane Sonko à l'élection présidentielle de 2024. Et sa candidature constitue une demande sociale, une demande démocratique, une exigence citoyenne. Elle représente notre plan, notre unique plan, notre plan de A à Z pour l'élection présidentielle de 2024. Alors maintenant, dans le nord du Sénégal, les 15 000 sinistrés de la langue de barbarie de la furie de la mer seront bientôt relogés à Diogo, à Djougou plutôt, où les travaux de 500 maisons sont en cours. Pour le directeur général de l'agence de développement municipal, les personnes impactées auront toutes les commodités sur place. Voici Cheikh Issa Sall avec notre équipe à Saint-Louis. Louis a connu des années un peu difficiles
avec les changements climatiques. Et c'est dans ce cadre-là que le gouvernement du Sénégal, avec l'appui de la Banque mondiale, a mis en place ce projet, le CERF, qui doit construire des logements sociaux au bénéfice des populations de la langue de Barbarie. Ce qui est intéressant dans ce programme, c'est qu'il ne s'agit pas que de logements, mais c'est des logements accompagnés par un programme social extrêmement intéressant avec l'édification d'écoles préscolaires, d'écoles élémentaires, de collèges, d'équipements sportifs, d'équipements marchands, mais avec également un programme vert qui va permettre d'améliorer l'environnement de cette zone. Donc c'est des travaux extrêmement importants qui avancent également à un rythme satisfaisant, même si on a demandé aux entreprises d'accélérer un peu parce que nous allons dans quelques mois vers l'hivernage. 5000 places supplémentaires seront désormais servies au campus de l'université Cheikh Anta Diop pour faire face au rush dans la fréquentation des restaurants universitaires. Suivons là-dessus le directeur du COUD de Maguetsen avec Dissa Prera. Ce chapiteau que nous avons agrandi. Voilà, ce chapiteau qui pourra permettre au restaurant central de servir 5000 nouveaux plats de plus par rapport à sa capacité qui est de 10 000. Donc ça permettra à Central de passer à 15 000. Et je crois que ça va beaucoup contribuer en tout cas à réduire fortement les longues files qu'on a l'habitude de voir dès le début du mois de mai au niveau des restaurants du campus. En tout cas, le temps qu'on puisse réceptionner le nouveau restaurant de 2500 places que l'État du Sénégal est en train de construire, que le président Macky Sall est en train de construire à l'université avec notamment le partenaire AMSA, en attendant que ce restaurant puisse être réceptionné et mis en service. Littérature, cette année, le Salon du Livre se tiendra les 12, 13, 14 mai 2023, 72 heures pour célébrer la plume féminine et lutter pour les droits des femmes. C'est une initiative de Amina Sek, une romancière, scénariste et promotrice du Salon du Livre féminin de Dakar. Nous l'écoutons avec Ibou Diouf. Le Salon du Livre, c'est un événement littéraire réservé aux œuvres écrites par les femmes. C'est aussi un cadre d'échange, de rencontres, de partage aussi entre femmes écrivaines, entre lecteurs et aussi entre acteurs du livre. Pourquoi les femmes? Parce que les autrices, les femmes qui écrivent des livres sont souvent sous-représentées dans les événements littéraires du pays ou même d'autres pays. Donc on a trouvé qu'il serait peut-être bien d'organiser un événement exclusivement réservé à elles pour qu'elles puissent vendre leur ouvrage et puis faire des dédicaces puis rencontrer les lecteurs. Alors, le salon est prévu du 12, 13 et 14 mai 2023 à la place du Souvenir africain. Alors, cette année, comme un peu l'année dernière, il y a des panels, donc des rencontres autour du livre. Il y aura, Inch'Allah, des projections de films, lecture de contes pour les enfants. Et fenêtre sur le monde, l'actualité internationale dans ce récit de Daniel Diouf. Les forces vives de Guinée, une alliance des principaux partis politiques et des organisations de la société civile, avait appelé ce mercredi à manifester. La rue préférée aux négociations de sortie de crise, mais la manifestation n'a pas prospéré, interdite par les mairies des 5 communes que ces organisations entendaient traverser pour rejoindre l'esplanade du Palais du Peuple. Et puis, l'endroit d'où les marcheurs devaient s'élancer ce matin à Conakry, investi par la police et la gendarmerie. N'empêche, des groupes de jeunes ont pu se rassembler dans des quartiers traditionnellement frondeurs et contestataires de Conakry. Des heurts ont alors éclaté entre manifestants et forces de l'ordre. Les négociations menées depuis 2 mois sous l'égide des religieux ont achoppé. Pour cause, les manifestants n'ont pas pu obtenir, entre autres, la libération des détenus politiques et l'ouverture d'un dialogue selon les conditions voulues par la CEDEAO. Une femme à la tête du Conseil constitutionnel ivoirien, le président Alassane Ouattara a nommé mardi par décret cette dame, Chantal Nanaba Camara, à la tête du Conseil constitutionnel. À 69 ans, elle a le rang de magistrat hors hiérarchie. Première dame à avoir présidé la Cour de cassation, première femme à la tête du Conseil supérieur de la magistrature. Cette juge a par ailleurs été décorée de l'Ordre national de la Côte d'Ivoire par Alassane Ouattara. L'instance qu'il dirige aura notamment pour rôle de valider les candidatures à la présidentielle de 2025, de veiller à la conformité de ce scrutin et de proclamer les résultats définitifs de cette élection. Rebondissement judiciaire en France dans le dossier du génocide de 1994 au Rwanda.
29 ans après, un ancien adjudant-chef à la gendarmerie comparaît depuis ce matin devant la cour d'assises de Paris pour génocide, crime contre l'humanité et participation à une entente en vue de la préparation de ces crimes. Celui qui s'appelait Philippe Ategué Kimana est arrivé en France en 1999 où il obtient le statut de réfugié sous l'identité de Philippe Manier. À 66 ans, l'homme est poursuivi pour son implication présumée dans les meurtres de dizaines de Tutsis dans la préfecture de Boutaré. L'accusation lui reproche également d'avoir participé au massacre de 300 personnes sur la colline de Niamoré où s'étaient réfugiés des milliers de Tutsis. On l'accuse également d'avoir participé au massacre de l'Institut des sciences agronomes du Rwanda où des dizaines de milliers de victimes ont été recensées. Des accusations que conteste formellement l'accusé. Et puis, drame sur l'île tunisienne de Djerba. Mardi soir, un gendarme a tué l'un de ses collègues, puis s'est rendu aux abords de la synagogue de la Griba, où il a ouvert le feu sur les forces de l'ordre, assurant la sécurité du lieu. 2 pèlerins et un gendarme ont alors été tués avant que le tireur ne soit abattu. Un autre policier qui avait été hospitalisé est décédé des suites de ses blessures. Cette synagogue, la plus ancienne d'Afrique, avait déjà été visée en 2022 par un attentat suicide au camion piégé qui avait fait 21 morts. L'attaque s'est produite alors que des centaines de fidèles participaient au pèlerinage juif annuel de la Griba qui touchait à sa fin mardi soir dans cette synagogue. Merci Daniel, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Soir d'info, la suite c'est avec Pape Abdoulaye et son invité ce soir, Monsieur Alassane Seck. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.